Monsieur le Président, chers collègues, l'intervention du groupe Modem et apparentés sur ces orientations budgétaires portera sur 3 points principaux. Un premier point de contexte, un deuxième point sur ce qui apparaît dans votre document sur vos choix budgétaires, et un troisième point sur nos propres choix et priorités, ce qui à nos yeux nous paraît fondamental dans la préparation de ce budget 2018. D'abord sur le contexte et d'abord sur les pages que vous consacrez à votre document sur les comparaisons interrégionales. Un élément nous est apparu tout à fait saillant, Monsieur le Président, et notamment quand on a l'historique de l'ancienne région Aquitaine, c'est qu'à la lecture des tableaux de comparaison interrégionale sur un certain nombre d'indicateurs, sur la plupart d'entre eux, notre région Nouvelle-Aquitaine ne se situe plus que dans la moyenne des régions françaises. 5e sur 11 sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement par habitant, 6e sur 11 pour l'encours de la dette et 7e sur le taux d'endettement. En tant qu'effectivement ancien élu de la région Aquitaine, je dois vous dire que j'ai été habitué à mieux. Vous aviez plutôt pour habitude de nous présenter des ratios et des classements de premier de la classe et nous constatons que nous sommes devenus tout au mieux moyens. Ce n'est ni plus ni moins qu'une dégradation mécanique du fait de l'héritage de la gestion de l'ancien exécutif de Poitou-Charentes, dont nous avons payé les pots cassés avec la fusion, dossier que, par ailleurs, Monsieur le Président, vous avez géré de manière efficace et avec le niveau de transparence que nous étions en droit d'attendre. Mais c'est effectivement une réalité qui se retrouve, je trouve, de manière très frappante dans la lecture de ces comparatifs entre régions. Le contexte, ce sont aussi les décisions de l'État qui nous impactent. Premièrement, que ce soit en dépenses ou en recettes, le nouveau périmètre budgétaire en 2018 se stabilise autour de l'intégration des nouvelles compétences issues de la loi NOTRe, ce qui va enfin vous permettre de stabiliser les perspectives, vos perspectives de gestion pluriannuelle. Et à ce sujet, je le dis encore avec insistance à l'attention de notre collègue Andrea Brouille, nous réclamons de disposer d'un outil de pilotage indispensable, à savoir un plan pluriannuel de fonctionnement et un plan pluriannuel d'investissement, pas uniquement sur les lycées, mais sur l'ensemble des investissements et qui soit consolidé sur toute la mandature. C'est un outil de pilotage indispensable, je dirais de base, dont nous avons tous besoin. Toujours dans ce contexte, nous observons en 2018, et vous me permettrez de globaliser un petit peu les propos, le propos sur l'ensemble des collectivités territoriales. Yves Damécourt a d'ailleurs raison de dire que nous avons partie liée avec les autres collectivités. Ce qui se passe sur le bloc communal nous impacte évidemment directement parce qu'à l'arrivée, ce sont des curseurs ou des niveaux d'intervention ou des projets qui apparaissent de manière plus ou moins forte. Un point important de cette année 2018, c'est l'absence de baisse de la DGF, qui est un vrai soulagement pour toutes les collectivités territoriales. Et pour la région, si cette DGF est en réalité remplacée par une fraction de la TVA, la nature dynamique de cette ressource nous permet de tabler sur une progression de 2% par rapport à 2017, soit environ plus 7 millions d'euros par rapport à la part correspondant à la DGF en 2017. Alors ce calcul ne prend bien sûr et malheureusement pas en compte la suppression, en tout cas annoncée à ce stade, du fonds de soutien au développement économique de 50,9 millions d'euros, qui n'est pas réellement d'ailleurs une compensation de transfert, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler juridiquement d'un transfert de compétences. Il s'agit de la conséquence de la fin pour les départements de la clause de compétence générale, si bien qu'on n'est pas tout à fait dans le principe de compensation constitutionnelle. Mais nous sommes tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président, et nous sommes à vos côtés dans votre juste revendication autour du maintien de ces 50,9 millions d'euros. Parmi donc les autres nouvelles de ces décisions de l'État, il y a, comme nous l'avions soulevé lors du vote du budget primitif, la perte d'autonomie fiscale liée au gel de la part modulée de la TICPE. Je ne parle pas de la part Grenelle, je parle bien de la part modulée de la TICPE sur laquelle nous avions jusqu'à présent des marges de manœuvre. Cette décision a pour effet de sanctuariser de la fiscalité
puisque vous aviez fait le choix d'être au taux maximum, et elle représente une perte d'autonomie fiscale. Et oui, en effet, nous l'affirmons avec force, cet adjectif a été employé. Nous sommes des Girondins, nous sommes des décentralisateurs, nous sommes des régionalistes et nous croyons à l'autonomie des collectivités territoriales. Donc nous regrettons, je dirais par principe, une décision qui correspond à une perte d'autonomie financière. Pour en venir aux dépenses et poursuivre dans le même esprit, cet esprit girondin dont je parlais, nous voulons, pour ce qui nous concerne, saluer la démarche proposée par le gouvernement consistant à mettre en place des pactes bilatéraux avec les collectivités, en particulier avec les régions, en se substituant à une baisse brutale et imposée de la DGF et en mettant en place un plafonnement de la hausse des dépenses de fonctionnement à plus 1,2% hors inflation. Alors bien sûr, il faudra être vigilant et je fais notamment un clin d'œil à nos parlementaires pour qu'ils le soient, pour que ce plafonnement soit évidemment à isopérimètre de compétences et à isopérimètre réglementaire, sinon cela ne tiendra pas. Mais l'idée est bonne et on préfère largement cette idée de contractualisation avec les collectivités plutôt que, encore une fois, les décisions unilatérales dont je parlais. Pour paraphraser un petit texte que j'avais commis il y a quelques semaines dans notre grand quotidien régional, nous aimons quand jupitérien rime avec girondin et non avec jacobin, et nous le disons clairement. Deuxièmement, nous en arrivons à vos choix budgétaires pour 2018. Nous sommes un peu perplexes quant à la stratégie que vous adoptez pour la, effectivement, nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement, et nous sommes tous d'accord avec cet objectif. Vous abandonnez ce qui était votre approche en 2017, c'est-à-dire sanctuariser certaines politiques et baisser d'autres politiques, et vous êtes désormais sur une baisse générale de 3% des crédits de paiement et de 1% des autorisations d'engagement. Cette approche nous paraît trop généraliste. Elle nous paraît trop généraliste parce qu'elle méconnaît, selon nous, une distinction fondamentale et que nous aimerions voir apparaître de plus en plus, à la fois dans nos débats, mais surtout dans vos analyses et présentations budgétaires. Elle méconnaît la distinction entre dépenses d'intervention et dépenses de structure. Et ça, c'est quelque chose pour nous d'absolument évident. C'est sur la baisse des dépenses de structure, derrière une section de fonctionnement qui est un petit peu en trompe-l'œil puisqu'elle mélange les deux. Et c'est sur la baisse des dépenses de structure que nous devons concentrer nos efforts d'économie. Nous y arrivons dans nos communes, pour beaucoup d'entre elles, durement éprouvées par 4 années de baisse de dotation. Et nous, grandes régions, devons y arriver encore bien plus que toute autre collectivité, puisque, comme le rappelait très justement Jean Dionis tout à l'heure, la fusion qui nous a été imposée l'a été précisément et uniquement, car il n'y avait pas d'autre argument, au nom de ces économies de structure attendues par la mutualisation des services. Et comme l'indique le dernier rapport de la Cour des comptes sur les finances locales, ces économies sont loin, très loin de se faire sentir. Il est regrettable que la présentation synthétique que nous recevons du budget ne permette pas de mettre en évidence le poids respectif de ces deux types de dépenses, dépenses d'intervention et dépenses de structure. Et comme j'ai pu le suggérer en commission des finances la semaine dernière, peut-être que le recours parfois à une analyse du budget par nature, comme nous le faisons dans nos communes, et non par fonction, serait de nature à un meilleur pilotage sur ce point-là. Merci mon cher collègue adjoint aux finances de la ville de Bordeaux. Un mot aussi dans ces dépenses de structure, Monsieur le Président. Vous avez eu des propos dans votre intervention liminaire qui pouvaient laisser peut-être planer une certaine confusion entre maîtrise de la masse salariale et respect du dialogue social. Et pour nous, il n'y a aucune contradiction entre le fait de piloter et de maîtriser budgétairement sa masse salariale et le fait d'être très ambitieux en matière de dialogue social et en matière de bonnes conditions de vie et de conditions de travail pour nos personnels. On pourrait même alléguer qu'une bonne maîtrise de la masse salariale permet de dégager justement les marges de manœuvre indispensables à ce dialogue social et à ces bonnes conditions de travail pour nos agents. Bon, un petit mot peut-être sur vos perspectives en matière d'investissement.
vous recalez l'objectif de 35 à 30%. Vous nous dites que c'est une conséquence mécanique des transferts de compétences. On est dans l'attente peut-être d'avoir des chiffres là-dessus, même si, j'allais dire spontanément, on vous fait confiance. C'est vrai que l'intégration de nouvelles compétences générant des dépenses de fonctionnement, évidemment, a un effet, un impact direct sur le ratio fonctionnement-investissement dans notre budget. On vous sait gré d'ailleurs d'être sur un bon niveau d'investissement en Nouvelle-Aquitaine, et on sera évidemment vigilant avec vous et à vos côtés pour maintenir ce niveau important d'investissement. Et puis j'en viens à un dernier point sur nos choix, nos priorités, ce que nous souhaitons mettre en avant à ce stade de la préparation budgétaire. Et vous connaissez la sensibilité de notre groupe sur les questions liées au territoire. Et nous voudrions avoir un petit mot, dans la continuité aussi de ce qu'indiquait Jean Dionis à l'instant, sur les territoires. Vous dites dans votre document d'orientation budgétaire que 2018 sera l'année du rendez-vous avec les territoires. Eh bien, pour que ce rendez-vous ne soit pas un rendez-vous manqué, Monsieur le Président, nous avons quelques doutes et nous nous demandons si la politique contractuelle adoptée en avril dernier sera la réponse adaptée aux vrais besoins. Parce que l'urgence territoriale se fait sentir, l'urgence territoriale est là, nous le savons tous. Il y avait un papier particulièrement intéressant, je ne sais pas si vous l'avez lu il y a quelques jours, dans le magazine Objectif Aquitaine à la Tribune, qui faisait état d'une étude de l'ordre des experts comptables, et le titre de cet article était que la croissance en Nouvelle-Aquitaine était fracturée par la géographie. Une croissance fracturée par la géographie et qui faisait état d'écarts de développement, d'écarts de croissance tout à fait marquants entre, grosso modo, la métropole, le littoral d'un côté et la Nouvelle-Aquitaine de l'intérieur de l'autre. Ceci est d'autant plus marqué qu'il se passe quelque chose de fort dans notre région, et qui est d'ailleurs en grande partie votre modestie, peut-être, Monsieur le Président, dût-elle un petit peu en souffrir, mais ou au contraire peut-être parfois vos analyses un petit peu trop ciblées peut-être sur le travail de la seule région seront un petit peu remises en cause en faisant le constat qu'il y a aujourd'hui une dynamique métropolitaine sur Bordeaux qui est évidemment qui a un impact très important sur le développement et la croissance de notre région. Cette dynamique métropolitaine, elle est le résultat d'un certain nombre de facteurs. Je pense qu'on pourra être d'accord avec l'idée objective qu'elle est en grande partie le résultat du travail du maire de Bordeaux et du président actuel de Bordeaux Métropole, mais elle a des conséquences. Elle a des conséquences directes pour nous, régions. Nous, régions, collectivités en charge de l'aménagement du territoire. Comment on fait pour mettre cette dynamique métropolitaine en connexion avec les autres territoires? Et comment, pour prendre un terme peut-être un petit peu économique, on crée du ruissellement, et non pas de la vampirisation, mais du ruissellement entre la métropole et les autres territoires. Et nous vous demandons, encore une fois, Monsieur le Président, un virage territorial dans vos politiques pour répondre à cette urgence territoriale de manière adaptée aux spécificités de chaque territoire, qu'ils soient ruraux, périurbains, de montagne, que ce soit également, et je veux les citer avec force, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et nous vous faisons une proposition nouvelle concernant cette urgence territoriale. Nous vous avions déjà parlé de deux démarches à mener en même temps, qui sont à la fois des politiques spécifiques dans le cadre de la politique contractuelle et qui sont aussi un critère territorial à mettre en place dans nos politiques de droit commun, c'est-à-dire un soutien renforcé pour un certain nombre de territoires dans nos politiques thématiques. Eh bien, nous ajoutons une troisième idée, Monsieur le Président, à votre sagacité, et on pourra peut-être rebondir dessus dans les semaines ou dans les mois qui viennent. C'est l'idée de développer les coopérations territoriales entre villes et campagnes, entre agglomérations et périphéries, entre métropole et monde rural, et où la région pourrait s'engager autour de ces coopérations territoriales, de ces partenariats de développement
qui auraient une incidence bénéfique en termes d'aménagement du territoire. Il y a une vraie réflexion à mener, il y a beaucoup de sujets, je pense en particulier à la question des transports. Sur la question des transports, on a aujourd'hui une compétence consolidée de la région sur les transports collectifs entre le transport ferroviaire et les transports de voyageurs. Moi, je lance une idée. Pourquoi ne pas aller demain vers des réflexions autour du ferroviaire léger dans les territoires, sur des logiques de tram-train. On connaît un tramway dans la métropole. Pourquoi demain ne pas réfléchir à un tramway sous forme de tram-train qui pourrait aussi être en connexion avec les territoires périurbains et ruraux et faire précisément l'objet de ces coopérations territoriales. Voilà, on lance l'idée. On a des appels à projets déjà qui, par exemple sur le transfrontalier, par exemple sur l'innovation sociale, qui flèchent autour de dossiers qui sont des dossiers mettant autour de la table plusieurs acteurs. Eh bien, pourquoi ne pas aller demain vers le soutien à ces coopérations territoriales pour rapprocher finalement ces deux France qui n'ont pas du tout à être opposées, mais qui doivent travailler et avancer ensemble, la France urbaine et la France rurale. Donc, priorité absolue aux économies dans les dépenses de structure, inflexion territoriale forte de nos politiques et également mise en place des outils de pilotage budgétaire adaptés, PPF, PPI notamment. Telles sont les idées forces avec lesquelles nous aborderons le moment venu votre projet de budget 2018. Merci Monsieur le Président, chers collègues.